Ici, Primeiro é o Kepler. Newton, bien joué. Isaac Newton, l'une des figures tutélaires de la science occidentale. Ici, ouais, Pô, Nicolas sabia que era o Copernic. Kepler, caralho. Tinha que Ici, falar, que eu nunca tinha que... Henri Poincaré, ouais, j'ai entendu Boltzmann au fond. Il y avait un peu le même look, Boltzmann, enfin. Mais oui, à peu près. C'était le même genre d'époque, parfaitement, il était contemporain. Henri Poincaré, qui avait laissé son nom à l'institut que je dirige maintenant. Ici, ça c'est la Voie lactée. Ici, nous avons Jürgen Moser, un spécialiste d'équations des partiels, système dynamique. Ici, peut-être vous le reconnaissez, certains d'entre vous. Kolmogorov, oui, l'un des grands scientifiques du XXe siècle. Et ici, c'est un contemporain, un Français, Jacques Lascar, célèbre astrophysicien. J'ai oublié lui, Vladimir Arnold, grand scientifique russe. Alors tout cela font partie de ceux qui ont laissé leur nom à ce genre de questions. Et puis, quelques autres encore que je vais décrire, en particulier un qui va occuper un rôle central dans cet exposé. Alors, quand on s'intéresse à des questions comme l'âge de la Terre, il y a beaucoup de paramètres compliqués qui rentrent en jeu. Quand on s'intéresse de manière générale à la description du système solaire, à la description du monde qui nous entoure, un de ces paramètres, c'est la question des échelles. Qu'est-ce que j'entends par échelle? Dans le système solaire, comme de manière générale dans l'univers, on trouve des objets qui ont des échelles très différentes et qui sont éventuellement difficiles à décrire. Ici, vous avez représenté la Terre, Vénus, Mars, Mercure, Pluton. Bon, ils sont assez différents les uns des autres, mais quand même, ils ont un air de famille. Quand on ajoute en revanche une géante planète comme Jupiter et Saturne, on a l'impression de passer un peu dans un autre monde. Jupiter, la Terre apparaît comme une toute petite bête par rapport à Jupiter. Et puis, quand on met les choses à leur place avec le Soleil, là c'est encore pire. On regarde le système solaire, on voit le Soleil, et puis le reste, ça forme un petit peu de poussière. La Terre ici, c'est le petit point qui est là. Et puis, quand on élargit notre point de vue, on passe à l'échelle de la galaxie. Alors, combien d'étoiles dans une galaxie? Ouais, quelque chose comme 100 milliards, 1000 milliards. Petite galaxie, il y en a peut-être 1000 milliards aussi, quelque chose comme ça. Remettez ça à l'échelle en vous disant que le Soleil c'est une étoile parmi d'autres. C'est loin d'être la plus grosse. Il y en a des beaucoup plus grosses. Alors, là-dedans, tout ça c'est un peu vertigineux et c'est quelque chose qui nous est plus ou moins familier maintenant, mais ça a pris du temps avant qu'on se rende vraiment compte dans quelle mesure on avait ce décalage d'échelle, dans quelle mesure on vivait dans un monde gigantesque et difficile à appréhender. Il y a longtemps, donc au XVIIe siècle, c'est le moment où, pour la première fois, on se pose la question d'étudier sérieusement des questions comme l'âge de la Terre. Sérieusement, c'est-à-dire sans inventer quelque chose au hasard, sans s'en remettre à ce qu'on a entendu. Et voici une des premières tentatives par James Ussher, chef de l'église anglicane irlandaise à l'époque. Dans son ouvrage, Annales de l'Ancien Testament, retracé depuis les origines du monde, Ussher étudie en long et en large la question de l'origine du monde, de l'origine de la Terre, en s'en remettant à la seule source fiable d'information, du moins c'est ce qu'il pensait, connue à l'époque, la Bible. Alors, Ussher étudie la Bible en grand détail, croise les informations et arrive à la conclusion que la Terre a à peu près 6000 ans, en tout cas, il donne une date, 4004 avant Jésus-Christ. Alors, maintenant ça fait sourire quand on voit ça, 4004, c'est tellement loin du chiffre qu'on a en tête. Combien on a en tête d'ailleurs? 4 milliards. Ouais, 4 milliards. Alors, vous voyez, il nous manque un facteur million là, dans l'estimation, c'est considérable. Mais Ussher, on ne peut pas le blâmer, il n'y avait pas d'autres sources d'information, et puis c'était un travail considérable. Vous voyez ici les 4 ans correspondant à la publication de son ouvrage, travail de fourmi à décortiquer pas seulement la Bible, parce qu'en fait il y en a plusieurs versions différentes, elles ne disent pas exactement la même chose, il faut coordonner, confronter, retracer, et la généalogie, la chronologie établie par Ussher fait encore référence pour de nombreux phénomènes historiques.
c'était un savant très respecté de son époque. En tout cas, c'était le premier essai. On fait un saut dans le temps et on arrive au XVIIIe siècle avec un personnage capital dans le paysage scientifique français, Monsieur de Buffon. Si vous allez au Jardin des Plantes à Paris, vous verrez une belle statue de Buffon devant des parterres de plantes et près de la grande galerie du Muséum d'histoire naturelle. Buffon, c'est lui qui a fait du Jardin des Plantes, qui est maintenant une sorte de grand musée où on représente toutes les choses liées à la vie. Et puis, Buffon, il a joué un rôle important en tant que vulgarisateur. C'est l'auteur d'une histoire naturelle qui a été un grand succès à son époque et qui a contribué à populariser la science. Voici une profession de foi assez remarquable. C'est par des expériences fines, raisonnées et suivies que l'on force la nature à découvrir son secret. Toutes les autres méthodes n'ont jamais réussi. On voit le contraste avec l'approche de Scheer, bien sûr, et le fondement de la démarche expérimentale scientifique. Buffon n'était pas seulement passionné de géologie et de biologie, c'est aussi un grand amateur de mathématiques. Voici un problème mathématique qu'on appelle l'aiguille de Buffon, qui est toujours intéressant. Alors, prenez un parquet avec des lignes espacées régulièrement, et puis prenez une aiguille qui a exactement la même taille que l'espacement entre les lames du parquet. Si les lames sont espacées de 5 cm, vous prenez une aiguille de 5 cm. Et vous laissez tomber votre aiguille par terre, sur le parquet, de toutes les façons possibles. Et vous regardez si l'aiguille par terre va croiser l'une des rainures ou pas. Si ça croise, vous comptez 1, si ça ne croise pas, vous ne comptez pas, et vous regardez quelle est la proportion. Peut-être la moitié des fois, peut-être un tiers des fois, et vous lancez 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois si vous êtes patient. Et puis, vous faites les comptes. Et Buffon nous explique que si vous attendez un très très grand nombre de lancers, vous faites les comptes, les proportions, le nombre de fois en moyenne que l'aiguille va couper l'une des rainures, ça presque 2 sur pi. Pi c'est à peu près 3,14, 2 sur pi c'est donc un peu moins de 2 tiers. Pourquoi c'est remarquable ça? D'abord parce que c'est une expérience emblématique de la théorie des probabilités dans laquelle on essaye de prédire ce qui par définition semble imprédictible, le hasard. On lance l'aiguille n'importe comment, alors on ne peut pas savoir a priori si l'aiguille, quand on la laisse tomber, elle va ou pas croiser la rainure, mais sur le long terme, sur beaucoup d'expériences répétées, on peut prédire la statistique, concept fondamental qui a été développé beaucoup par la suite, et qui est d'une importance capitale maintenant. En 1779, donc, Buffon publie Les époques de la nature, l'un des tomes de son histoire naturelle. Et il s'attaque, lui aussi, à ce problème de l'âge de la Terre. À la suite de Newton, Leibniz et Descartes, Buffon parie sur un cœur en fusion et une Terre théorique, refroidissante de circulation. Un peu comme un gros gâteau, vous sortez du four pour refroidir. Là, le gros gâteau, c'est une gigantesque boule de fer et d'autres matériaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette idée? Ça paraît assez naturel, comme le gâteau. Le gâteau, quand vous le sortez, il refroidit. L'extérieur refroidit plus vite que l'intérieur. Si vous goûtez trop profond, vous allez vous brûler. Et on avait cette idée depuis longtemps qu'au centre de la Terre, c'était extrêmement chaud, et puis c'était plus froid quand on s'approche de la surface. Alors pourquoi on avait cette idée d'un centre de la Terre très chaud? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a les volcans. Qu'est-ce qu'il y a aussi de moins catastrophique? Les sources chaudes, les geysers, les mines, voilà, très bien, les mines. Les mines, c'est intéressant parce qu'on choisit l'endroit où on les creuse. Les geysers, les volcans, ils apparaissent ici ou là. On pourrait se dire, ouais, là, il y a un volcan, c'est chaud, mais c'est un endroit qui est chaud par hasard. Mais la mine, on les fait un peu partout. Et on constate, quand on descend dans une mine, ça refroidit. De la même façon que quand vous montez une montagne, ça se refroidit. Quand vous descendez la mine, quand vous descendez dans la mine, ça se réchauffe. Quand vous descendez, ça se réchauffe. Et on peut mesurer combien ça se réchauffe. Tous les 10 mètres, dans les 100 mètres, 3 degrés, donc c'est combien. Et on peut comparer ça en différents points du globe. Et si on obtient à peu près la même augmentation de température quand on descend, on peut penser que la Terre, c'est à peu près symétrique, disons,
chose, et que quand on descend, c'est chaud. C'est pas qu'il y a des endroits qui sont chauds comme les volcans, pas seulement ça, c'est qu'en dessous, où qu'on soit, quand on descend, c'est chaud. Alors là, c'est l'image du gâteau qui vient à l'esprit, on prend quelque chose, qui est chaud au départ, on le laisse refroidir, l'intérieur est plus chaud que l'extérieur, et c'est naturel de penser que la Terre c'est comme ça. Alors on va déterminer l'âge du gâteau. Buffon, fidèle à ce qu'on vient de dire, s'appuie sur une démarche expérimentale. Comme il ne peut pas faire d'expérience sur la Terre, il va faire d'expérience sur des modèles réduits. On prend un petit bout de fer, on la porte à blanc, et puis on laisse refroidir. Et on regarde combien de temps ça met pour refroidir. Une boule de fer plus grosse, on regarde combien de temps, et ainsi de suite. Et puis il applique les lois d'échelle, et il essaie d'extrapoler. Pas évident comment extrapoler. L'histoire raconte qu'il utilisait des jeunes filles à la peau très douce et sensible pour tâter les globes fébriques et vérifier si effectivement c'est devenu une température supportable. Et il trouve par cette méthode 75 000 ans. Newton avait dit au moins 50 000 ans, Buffon trouve 75 000 ans, il gagne un facteur 20 peut-être par rapport à l'estimation, un facteur 10 pardon, puisque pour Recher c'était moins de 4004, mais ça fait en gros 6 000 ans. Ici avec Buffon on arrive à 75 000. Voici une citation de Buffon, donc dans le texte. En supposant, comme tous les phénomènes paraissent l'indiquer, que la Terre ait été autrefois dans un état de liquéfaction causé par le feu, il est démontré par nos expériences que si le globe était composé entièrement de fer ou de matière ferrugineuse, il ne se serait consolidé jusqu'au centre qu'en 4026 ans, refroidi jusqu'au point de pouvoir le toucher sans se brûler qu'en 46 991 ans, refroidi au point de la température actuelle qu'en 100 696 ans. Alors là aussi, ça fait un peu sourire quand on le voit, pour des raisons différentes. Qu'est-ce qui est en particulier, qu'est-ce qui est un peu choquant dans cette citation? La précision. La précision. Précisément, quand on est en classe, le professeur de physique, il râle, et avec raison, si on affiche un résultat avec beaucoup trop de chiffres significatifs, et c'est exactement ce que Buffon est en train de faire. 100 696 ans, on a l'impression, quand on lit ça, qu'on a une précision à 6 chiffres, alors qu'en fait, c'est peut-être un facteur 2 vu la précision des expériences. Oui, alors voilà, l'espérance, effectivement, si la Terre continue à se refroidir, combien de temps ça va durer? Après tout, c'est vrai, avec des chiffres quand même, ils sont pas très, ces chiffres ne sont pas très élevés, tels que c'est, on a l'impression que la Terre va se refroidir rapidement en peut-être quelques milliers d'années. Mais bon, après tout, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 10 000 ans. En privé, Buffon penche pour plusieurs millions d'années. Mais là, il ne va pas l'écrire. Déjà, 75 000 ans, c'est pas très bon. Par les temps qui couraient, il y avait l'estimation officielle de l'Église, moins 4004. Alors Buffon s'en sort, comme d'habitude, en disant « Je sais bien que le monde a été créé en moins 4004, mais imaginons, faisons un jeu, voyons, si on s'amusait à calculer l'âge que pourrait avoir la Terre si peu. On saute dans le temps encore. On arrive au héros suivant, Joseph Fourier, sacré bonhomme, avec une carrière à la fois politique et scientifique. Préfet d'Isère sous Napoléon, fondateur de l'analyse harmonique, l'étude des fréquences dans les signaux, un domaine important de la mathématique et de la science en général, pionnier de la physique mathématique, et aussi un pionnier de l'égyptologie. L'égyptologie, il y a avant et après Fourier. Quelqu'un aux multiples facettes. Il a été raillé par les écrivains de son époque, comme Victor Hugo et d'autres, qui se sont moqués de lui en disant « Ouais, il y a deux Fourier, il y en a un qui est minable. » Il ne dit pas comme ça, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. C'est Joseph Fourier, on l'oubliera pour toujours. Et puis il y en a un autre qui est un grand bonhomme. Et puis maintenant, Fourier, Joseph Fourier, il est quand même célèbre. Peut-être pas pour son action politique, mais pour son action scientifique. En 1822, Fourier publie un ouvrage capital, un des ouvrages les plus importants de la science du XIXe siècle. Théorie analytique de la chaleur, un sujet sur lequel il travaille depuis plus de 10 ans.
Je vais dire en quelques mots ce qu'on y trouve, un peu plus que quelques mots d'ailleurs, et je vais rappeler aussi une de ses contributions majeures, je vais parler des harmoniques. Pour comprendre les figures qui vont suivre, il faut savoir ce que c'est qu'un cosinus et un sinus. Et donc je vous rappelle la figure ici. Si vous faites un cercle de rayon 1, ici vous avez un angle θ, ici le point qui est ici, la hauteur ici en rouge, c'est le sinus de l'angle, et la largeur ici en jaune, c'est le cosinus de l'angle. Donc sinus et cosinus sont rien d'autre que les coordonnées d'un mouvement circulaire uniforme. Et ce que découvre Fourier, c'est que tout signal périodique se décompose en une superposition de sinus et de cosinus. Bien sûr, quand vous tournez autour de votre cercle, ça vous fait un signal périodique, il se répète toujours identique. Et quand vous regardez la première composante, eh bien, ça oscille, positif-négatif, ça oscille selon un cosinus. Et ce que Fourier découvre, c'est qu'il se permet de reconstituer n'importe quel signal périodique. Voici un sinus, en voici un autre, et en voici encore un autre ici. Un sinus plus rétréci, avec une période plus petite. Et en superposant de tels signaux, on arrive à faire à peu près n'importe quoi. Voici un exemple de Fourier. Regardez ce signal en dents de scie qui monte et qui descend de manière brusque. Il ne ressemble pas au sinus, à cause de ses pointes, et pourtant on peut l'écrire comme une somme de sinus. Le sinus x divisé par 1, moins sinus 3x divisé par 3 au carré qui vaut 9, plus sinus de 5x divisé par 5 au carré qui vaut 25, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Voici un autre exemple. Ce signal, qui a l'air à peu près quelconque, est en fait une somme de 4 fonctions sinus, qui vont plus ou moins vite. Période 1, période 1 demi, période 1 quart, période 1 huitième, par rapport à pi, à 2pi. Donc ça, c'était la première découverte conceptuelle majeure de Fourier, qu'il n'a pas démontré de manière vraiment rigoureuse, mais il avait eu cette intuition. Et c'était un problème qui l'avait à cœur dans le cadre de l'étude des équations aux dérivées partielles. Alors voici venu le moment de vous parler de ces équations. Les équations aux dérivées partielles, prenez-les comme des formules magiques, et ici je vous les ai représentées avec un tableau un peu impressionniste. Les plus belles équations aux dérivées partielles. EDP, c'est leur petit nom, et elles interviennent un peu partout pour les phénomènes naturels, surtout ceux qui font intervenir le continu. Les vagues, le sable, le gaz. Celle que vous voyez ici, en vert, c'est l'équation de Boltzmann, qui décrit l'évolution des statistiques des particules dans un gaz raréfié. Vous prenez une boîte avec dedans un gaz, au début il est hors d'équilibre, mettons qu'il y a un vent, et puis vous demandez ce qui va lui arriver, les molécules se collent les unes les autres, pensez que les molécules deviennent des milliards de milliards, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'équation de Boltzmann qui le prédit. J'ai fait ma thèse sur cette équation. Première fois que j'ai rencontré mon directeur de thèse, il m'a présenté l'équation, il m'a parlé de ce qu'on allait faire. Il m'a dit, dans 2 ou 3 ans, quand vous commencerez à bien maîtriser l'équation, on pourra passer à telle question. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je vais passer 3 ans à regarder cette équation-là, en face de moi. Et c'est pas vraiment passé comme ça. J'ai passé 10 ans sur cette équation. 10 ans pendant lesquels j'ai découvert quelques-uns des mystères qui y sont cachés. Il m'en reste beaucoup d'autres. Et derrière cette équation, il y a un paquet de phénomènes de statistiques, probabilité, des phénomènes liés à la mécanique des fluides, des phénomènes liés à la théorie de l'information, et tout ce qu'on veut. Et comme ça se passe quand tout va bien, je suis tombé amoureux d'équations pendant ma thèse. En dessous, vous avez l'équation de Vlasov. L'équation qui décrit les galaxies ou les plasmas. J'en reparlerai tout à l'heure. Ici, l'équation de flot de Ricci. Équation qui a permis à Grigori Perelman, mathématicien russe de génie, de résoudre la fameuse conjecture de Poincaré il y a quelques années. Ça avait défrayé la chronique. Ici en bleu, l'équation de l'air, la doyenne de la page. La plus redoutable aussi peut-être, celle qui est la plus crainte des spécialistes d'équations dérivées partielles. Celle dont on sait le moins de choses peut-être dans ce tableau. Et ici en dessous,
l'équation de Schrödinger, base de la physique quantique. Ici, l'équation d'Einstein de la relativité générale. Ici, l'équation de la chaleur, dont je vais vous parler plus en détail. En 1811, Fourier établit l'équation de la chaleur, qui joue un rôle central dans le mémoire qu'il publiera 10 ans plus tard. Cette équation prédit l'évolution de la température dans un solide, en fonction du temps et en fonction de la position. Quand vous regardez la Terre, en fonction de la position, ça peut être plus ou moins chaud, en fonction du temps, ça peut être plus ou moins chaud aussi. Et ça peut refroidir, ça peut se réchauffer. Et l'équation de la chaleur va prédire cette évolution. Même le feu est régi par les nombres, c'est l'épitaphe que Fourier a choisi pour son ouvrage. La version latine, Et Etiam Regunt Numeri. Alors, je vais vous expliquer l'équation. Et pour ceux qui ne sont pas du tout familiers, on va prendre tout le temps qu'il faut pour que ça ne paraisse pas effrayant. D'abord, dans cette équation, T c'est la température, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que T est grand ou petit? Est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid? Grand T dépend du temps et de la position. Position, c'est quoi? Peut-être que je m'intéresse à l'évolution de la température dans une part de métal, et je veux juste savoir ce qui se passe en fonction de la distance par rapport à une extrémité. Et la position, ça va juste être une longueur. Est-ce que c'est 0 cm ou 1 cm ou 10 cm par rapport à l'extrémité? C'est ça ma variable X. Peut-être que je m'intéresse à la transmission de la chaleur dans une plaque de métal. Auquel cas, j'ai besoin de deux coordonnées pour décrire un point. X1 et X2. Abscisse et ordonnée. Peut-être que ce sera un solide et il faudra 3 coordonnées. À gauche, dans l'équation, dérivé partiel de la température par rapport au temps. C'est comme ça qu'on le lit, des ronds T sur des ronds T. La dérivée, pensez-y comme un taux d'accroissement. En fonction du temps, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? Et à quelle vitesse ça monte ou à quelle vitesse ça descend? Est-ce que votre compte en banque, il gagne 1% sur une année ou 2%? C'est ça la dérivée. Dans le cas, ça sera 0,01, dans le cas 0,02, et ainsi de suite. La dérivée, on peut la regarder par rapport au temps, savoir si ça augmente avec le temps, ou par rapport à l'espace, savoir si ça augmente avec l'espace. Quand on se déplace du sud vers le nord, peut-être que ça augmente de 1 degré par 100 km, je ne sais pas, et à ce moment-là, vous pouvez ainsi calculer un taux d'accroissement en fonction de la coordonnée, en fonction de votre latitude. Voici une petite animation. Mettons qu'ici j'ai une fonction qui serait la température. Je fixe un point et je veux savoir quelle est la pente, quel est l'accroissement de la température quand la position varie. Pour ça, je regarde le taux d'accroissement entre deux positions et je fais tendre la deuxième position vers la première pour avoir une pente instantanée qui mesure la vitesse. Imaginez que vous êtes ici, que vous vous déplacez là-dessus, peut-être c'est un toboggan. La pente, à chaque instant, vous la mesurez par la dérivée. Ici, elle est négative parce qu'on descend. Une fois que vous avez votre dérivée, donc ici, mettons ça sur la courbe de température, quand c'est en haut c'est chaud, quand c'est en bas c'est froid, vous pouvez tracer la fonction dérivée, la fonction pente. Ici, par exemple, la pente est nulle. C'est un moment où on touche le fond, c'est le cas de dire, la pente vaut 0. Ici, j'ai reporté sur le graphique pente nulle. Ici, on descend, la pente est négative, et ici, vous voyez, la courbe de la dérivée est négative. Ici, j'ai l'axe 0. Bon, et une fois que j'ai tracé la courbe de la pente, rien n'empêche de prendre la pente de la pente. C'est quelque chose avec quoi on est familier d'ailleurs. La dérivée de la dérivée. Comment ça s'appelle en physique? Une accélération. Il y a la vitesse. Et ce qui compte, les forces qui s'exercent sur vous, elles ne changent pas directement la vitesse, mais l'accélération. Ça fait varier la vitesse. Alors, voilà, avec ça, on a de quoi comprendre l'équation de Fourier. Elle identifie la variation par rapport au temps avec la variation de la variation par rapport à la position. Et il y a un coefficient qui relie les deux, c'est ce C qu'on appelle la conductivité. Peut-être que votre métal conduit très mal la chaleur, et la chaleur variera peu, lentement. La conductivité sera petite. Peut-être
peut-être que votre métal conduirait bien la chaleur et la conductivité sera grande. C'est le coefficient qui en tient compte. L'équation de la chaleur, ce n'est pas une équation dont on peut trouver la solution. Où ici, on apprend à résoudre les équations du premier degré, les équations du second degré. Ça s'arrête là. L'équation de la chaleur, il n'y a pas d'algorithme pour la résoudre, pas de solution exacte. En revanche, on peut la résoudre approximativement, qualitativement. Et de nos jours, on le fait avec des ordinateurs. Voici une petite animation. Préparée, toute simple. Toutes mes animations sont préparées par Francis Filbé, de l'Université de Lyon. Imaginez qu'ici, j'ai présenté le profil de température dans ma barre de métal. Ici, c'est la barre de métal. Et puis, au départ, on part avec des zones qui sont chaudes, voire très chaudes, et puis des zones qui sont froides. Et puis, on laisse agir l'équation. Regardez. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Oui, ça s'arrondit. J'ai entendu le mot gauche, c'est une bonne remarque. Voyez ce qui se passe au tout début? En une fraction de seconde, les pointes s'arrondissent. Ça s'érode. C'est ça que fait l'équation de chaleur. On dit qu'elle lisse les choses. Vous avez un truc qui est très rugueux, paf. L'équation de chaleur vous rend les choses plus lisses. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que globalement ça baisse. Si j'attends très longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir tout froid. Mais il faut attendre très longtemps. Et l'équation de la chaleur, autant on la voit qui au début agit très vite, autant à la fin ça agit très très lentement. Et une échelle de temps caractéristique, c'est l'équation de la chaleur qui est la racine carrée du temps. Racine carrée du temps, la racine carrée d'un petit nombre, c'est un nombre qui est grand. La racine carrée d'un grand nombre, c'est un nombre qui est petit, plus petit que le nombre. C'est à ça qu'est associé ce ralentissement. Pour vous faire apprécier le ralentissement, je vais vous passer le film à l'envers. Vous allez voir l'impression d'accélération. Plus facile à détecter pour nous qu'une impression de ralentissement. Alors, l'équation de la chaleur, c'est l'une des premières équations qu'on apprend quand on utilise l'équation aux dérivées partielles. Les propriétés qualitatives de l'équation de la chaleur. La voici en dimension 2. Ici, cette fois, on a représenté les variations de la chaleur par des couleurs. En rouge le chaud, en bleu le froid. Et on laisse agir l'équation. Ce qui est le plus chaud refroidit, et tout s'étale petit à petit. Là où j'avais plusieurs pics, petit à petit, ça se fond pour ne faire plus qu'un pic. Vous voyez? Ça s'érode. J'ai encore deux pics, le deuxième très atténué. Et si j'attends encore plus longtemps, il n'y aura plus qu'un seul pic, très très arrondi. Et imaginons qu'on veuille appliquer l'équation de la chaleur à un objet comme la Terre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, eh bien, au départ, j'ai une boule de métal très très chaude, mettons à la température de fusion du fer, et puis je la laisse refroidir et je vais voir comment évolue la température dans la Terre. Pour vous donner une idée de ce que ça peut faire, je vais vous faire non pas avec un objet de dimension 3, c'est difficile à représenter, mais un objet de dimension 2, un disque plutôt qu'une boule. Donc prenez ce disque ici, comme une variante de la Terre qui serait plate. Au début, c'est très chaud, et ici, c'est représenté par la hauteur, le fait que ce soit chaud. La hauteur ici du graphique vous indique la température, et il y a seulement deux dimensions de position, abscisse et ordonnée. Et au début, c'est très chaud, et puis à l'extérieur, c'est froid. Regardez. Très vite, la pente très abrupte très vite, elle s'apprivoise, elle devient moins abrupte. Et puis, ça s'arrondit. Ça nous montre que la distribution de température, petit à petit, devient plus uniforme. Si on attendait très très longtemps, ça deviendrait entièrement froid. Ici encore, je vous repasse le film à l'envers. Regardez en particulier l'évolution de la pente par rapport au bord. En particulier, la pente est très forte quand la Terre est jeune, la pente est très douce quand la Terre est vieille. Voilà une information qui peut être intéressante.
on a l'idée que les variations de température à la surface de la Terre, elles sont très fortes quand la Terre est jeune, et elles sont beaucoup plus lentes quand la Terre est vieille. Alors, est-ce qu'on peut aller au-delà de cette image qualitative et faire des calculs? C'est la question que se pose Fourier. Et Fourier découvre que, oui, c'est un problème qui peut se résoudre exactement. Si on suppose que la courbure de la Terre est négligeable, que la Terre est plate, ce qui, à l'échelle où on se place, est raisonnable, si on suppose qu'il n'y a pas de source de chaleur à l'intérieur de la Terre, si on suppose que la Terre est une boule solide uniforme, si on suppose qu'au début, au commencement des temps, la température est uniforme, et si on suppose que la température est uniforme à la surface de la Terre, un peu partout, la température est la même autour du globe, en gros, alors on peut faire le calcul de la solution. En particulier, on peut calculer le taux d'augmentation de la température à la surface. Et il y a une formule magnifique. Alors ça, c'est la traduction du problème en équation. Ça, ce sont les quelques équations qui résument ce que je vous ai dit en mots juste avant. Et ça, c'est la formule à laquelle on arrive, encadrée ici. Gamma, le taux d'augmentation de la température à la surface, le gradient, comme on dit, est égal à une fraction. Au numérateur, vous avez la différence de température, la température initiale moins la température extérieure. Et au dénominateur, la racine carrée de pi, 3,14, fois c, la conductivité, fois le temps. On retrouve sur cette formule cette échelle en racine carrée du temps dont je vous parlais, qui est typique de la chaleur, et on retrouve l'idée que les variations sont rapides, sont fortes quand la Terre est jeune, et petites quand la Terre est vieille. Précisément 1 sur racine carrée du temps. Si le temps est très très grand, la variation est petite. Alors ça, c'est une formule magnifique, trop belle pour être honnête, du fait qu'il y a cette belle précision, là aussi, avec ce racine de pi, du fait que ça peut se résoudre exactement. Malheureusement, on a tendance à lui faire un peu trop confiance. Voyez la différence de raisonnement, là encore, par rapport à Buffon. Changement complet. On va, au lieu de faire des expériences, commencer par faire un modèle de la Terre, à partir du modèle déduire une formule mathématique et puis la confronter à l'expérience. Et ici, puisque le gradient s'exprime en fonction du temps, de l'âge de la Terre, une petite inversion très simple donne le temps, l'âge de la Terre, en fonction de paramètres qu'on peut mesurer. La conductivité, la différence de température et le gradient gamma. On descend dans une mine, on mesure la vitesse d'augmentation et on met ça dans gamma. Alors, Fourier écrit cette formule, dit qu'on prend en déduire l'âge de la Terre, et il s'arrête là. Il ne fait pas l'application numérique. Alors, pourquoi? Peut-être qu'il n'avait pas confiance dans les données de son époque, peut-être qu'il ne voulait pas se ridiculiser en disant, bon, si vous donnez un nombre, après on ne retient que le nombre. Si votre raisonnement était très bien, mais qu'il y a quelque chose quelque part qui fait planter, on va retenir que le nombre, alors que là, on retient le raisonnement. Et de fait, c'est ça qui s'est passé. Sans anticiper, je veux dire, donc c'est ça qui s'est passé. On va passer maintenant au héros suivant. William Thomson dit Lord Kelvin, physicien anobli pour ses contributions remarquables à la science et à la société. Mais en Irlande, Lord Kelvin était un théoricien de premier ordre. Il a laissé son nom à un théorème de Kelvin qui s'applique en mécanique des fluides, à une transformation mathématique qu'on appelle transformée de Kelvin, à un phénomène d'instabilité, quand vous avez des couches fluides qui ont des températures différentes, vous pouvez avoir apparition d'instabilité générant ces motifs comme on voit dans certains nuages. C'est Lord Kelvin qui a inventé le terme d'énergie cinétique que nous apprenons au lycée. C'est lui qui a développé la thermodynamique, c'est l'un des pionniers de la thermodynamique, et il a laissé son nom à l'unité qui sert à mesurer la température, les Kelvin. C'est lui aussi qui a laissé son nom à l'effet Joule-Thomson, qui sert de base au pouvoir réfrigérant des frigos.
maîtriser la thermodynamique et les échanges de chaleur, et le fait que les pressions ou les compressions étaient associées à des variations de température. À ce sujet, je vous présente Kelvinator. Ceci est une publicité pour une société qui fabrique des équipements réfrigérants de très haute performance, de très grande précision, pour des laboratoires de recherche par exemple. Kelvinator. Donc vous voyez ce destin assez fabuleux de Kelvin, qui voit son nom aussi bien transformé en unité de mesure qu'en Kelvinator qui semble pouvoir sortir d'un film de Hollywood. Et le fait, Kelvin était très fort aussi sur la pratique. Excellent bricoleur, même mieux que ça, il a joué un rôle de premier plan dans le succès de l'installation du premier câble transatlantique, à une époque où c'était une aventure d'obtenir des communications rapides entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde. C'est à la suite de ça qu'il a été anobli et sa fortune a été assurée aussi. Ici, vous avez l'analyseur harmonique que Kelvin a mis au point avec son frère, qui réalise de manière automatisée cette décomposition en signaux élémentaires, en sinus et cosinus qu'avait imaginé Fourier. Un précurseur, lointain précurseur des machines à calculer qui nous sont familières. Ici, quelques-uns des appareils qu'il a mis au point spécifiquement pour aider à la transmission, à ce câble de transmission entre l'Angleterre et les États-Unis. 40 ans après Fourier, Kelvin décide de reprendre en main le problème de l'âge de la Terre. C'est un problème qui le fascine. Il reprend le travail de Fourier, discute de la validité du modèle, discute des hypothèses, il en conclut que tout lui paraît raisonnable, et cette fois, il fait l'application numérique, avec les meilleures données dont il disposait. C'est intéressant de lire Kelvin dans le texte, on voit son style emphatique quand il parle du grand poème mathématique de Fourier. Et il nous annonce son programme. Le but de la présente contribution est d'estimer, à partir de l'accroissement de la température de la Terre vers les profondeurs, la date initiale de ce Consistentior Status, qui, d'après la théorie de Leibniz, est le début de tous les temps géologiques. Kelvin trouve entre 40 et 200 millions d'années. On est un peu déçu quand on connaît le résultat. Toutes ces belles mathématiques, on en arrive là. Bon, 200 millions d'années, 40 millions d'années, c'est plus si loin. Si on compare à 4 milliards, il nous manque quoi? Un facteur 100. C'est très loin de ça. Et puis c'est quand même déjà beaucoup mieux que Buffon. Et puis, manque de chance, Kelvin essaie d'estimer l'âge de la Terre par plusieurs autres méthodes indépendantes et il obtient à peu près le même résultat, en tout cas le même ordre de grandeur. Bon. 40 millions d'années, en tout cas, ça paraît un chiffre énorme. Mais à l'époque, ça l'était plus. Le contexte scientifique avait changé radicalement depuis Buffon. En particulier, l'étude de la géologie. Alors qu'avant, on était sur des bases catastrophistes en géologie, en pensant qu'il y avait eu un grand événement à la naissance du monde, et puis des volcans, des éruptions, qui sait quoi. Au contraire, à l'époque de Kelvin, ça avait beaucoup changé, et les géologues avaient une hypothèse gradualiste, l'idée que les conditions, telles qu'on les connaît, sont à peu près les mêmes que les conditions qui prévalaient, les conditions géologiques, climatiques qui prévalaient il y a très très longtemps. Et ils s'étaient accommodés de périodes extrêmement longues, des centaines de millions d'années, sur lesquelles le climat avait varié de manière lente. Alors ils étaient très embêtés de cette estimation de Kelvin. Mais beaucoup plus grave encore était la situation pour les évolutionnistes et Darwin. Peut-être la révolution scientifique majeure du IXe siècle, l'évolution des espèces. Alors, les géologues ont réussi à s'adapter tant bien que mal. Mais pour Darwin, impossible. Il lui fallait minimum quelque chose comme 300 millions d'années pour faire tenir sa théorie du monde. Ici, j'ai représenté de manière un peu spectaculaire, à ma gauche, Lord Kelvin et son traité de philosophie naturelle, ouvrage de physique
écrit avec Tate, qui a été une référence pendant très longtemps, et puis à la droite, Charles Darwin et son L'origine des espèces, 1859. Alors, en 1893, Kelvin revoit ses estimations avec de nouvelles données, et puis il trouve encore moins. 24 millions d'années. Là, même les géologues ne pouvaient pas s'adapter. Et nous sommes entrés alors dans une crise scientifique majeure où des scientifiques de spécialités différentes étaient en désaccord complet sur un problème important, l'âge de la Terre. La calibration des échelles géologiques en dépendait, toute l'histoire de la biologie en dépendait, des problèmes astrophysiques en dépendaient, c'était une vraie crise. Et puis les physiciens étaient convaincus par Kelvin, il y avait plusieurs camps. Et on en parlait un peu partout. Voici une citation de Huxley, l'un des célèbres disciples de Darwin. La mathématique peut se comparer à un moulin d'une facture exquise qui peut moudre de la matière à n'importe quel degré de finesse. Cependant, ce que l'on en tire dépend de ce que l'on y a mis, et de même que le meilleur moulin du monde n'extraira pas de la farine de blé de cause de petits pois, ainsi des pages de formules ne fourniront pas un résultat fiable à partir de données imprécises. C'est une belle citation, et Huxley a compris un principe important, c'est que on a un modèle qui est très bon peut-être, on a une belle formule à la fin, très précise, mais si au début, ce qu'on a mis dans le modèle ne reflète pas bien la réalité, ce qu'on en tirera à la fin non plus. De nos jours, on résume cette idée par une formule lapidaire, GIGO, G-I-G-O, garbage in, garbage out. Mark Twain s'intéresse au débat, ce qui vous montre que ça dépasse largement le cercle scientifique, et annonce, mi-figue, mi-raisin, comme Lord Kelvin est la plus haute autorité scientifique vivante, je pense que nous devons nous incliner et accepter ses vues. Hein, il écrit ça, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Et puis, un paquet de scientifiques aussi différents, certains en météorologie, certains en physique, entrent dans la bataille et arrivent avec leurs estimations. Globalement, c'est plutôt favorable à Kelvin. Ça a l'air comparable. L'Église aussi, bien sûr, est interloquée et elle voit cette grande dispute. De quel côté se ranger? Alors, l'Église n'est pas encore prête pour se ranger, et pour l'instant, après 15 ans de discussion, décide courageusement d'abandonner l'estimation de Scheer. Kelvin, qu'est-ce qu'il en dit? Malheureusement, dans le feu de l'action, il s'est laissé à dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Et ça reste un modèle, ça montre d'abord qu'il faut toujours rester humble, qu'on a beau être le meilleur physicien de son époque, on peut se tromper royalement. Il est impossible, dit-il, qu'une hypothèse de conditions d'ensoleillement et de tempête égales pendant 1 million d'années soit complètement vraie. Bon, là, il attaque la théorie gradualiste. Il faut admettre que beaucoup de géologistes de l'école uniformitaire ont argumenté de manière particulièrement fallacieuse contre l'hypothèse de conditions violentes dans le passé. Hein, ça c'est le genre de mot qu'on utilise peut-être dans les débats politiques, mais en sciences scientifiques, ça ne se fait pas normalement. J'ai toujours pensé que l'hypothèse de la sélection naturelle ne contient pas la vraie théorie d'évolution, si évolution il y a eu en biologie. Là, il donne son avis sur un sujet pour lequel il n'est pas compétent. Et puis, une que je vous laisse en anglais, overpowering strong proofs of intelligent and benevolent design lie all around us. Donc là, vous avez reconnu les mots-clés, pour beaucoup d'entre vous, intelligent design, un mouvement actuel qui, sous couvert de science, tente de réhabiliter le créationnisme sous une forme détournée. Alors, Kelvin, cette citation malheureuse lui vaut